type de réglementation qu'on voulait vous présenter et qui est un type de réglementation qui est un petit peu atypique, les associations syndicales de propriétaires. Alors pourquoi c'est un petit peu atypique? Parce que c'est hautement peu utilisé. C'est un outil qui date d'une ordonnance de 2004, ça a quand même près de 20 ans, mais c'est un outil qui, compte tenu, je dirais, des configurations actuelles, peut connaître une nouvelle jeunesse en quelque sorte. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'envisager une forme de réglementation qui ne soit pas une réglementation publique, mais qui soit plutôt une réglementation collaborative, établie avec les propriétaires privés. Faire du droit, mais du droit plus souple, en prise avec les besoins réels des personnes. Le but, c'est pas de se substituer évidemment à la réglementation locale, qu'il s'agisse du règlement local de publicité ou du PLU, mais je dirais d'accompagner ce qui existe malheureusement, c'est-à-dire une crise de la démocratie participative que l'on constate à chaque élection et que l'on voit bien de manière générale dans la société. Les citoyens ne veulent plus nécessairement que des personnes agissent à leur place, mais veulent être les propres acteurs de leur vie quotidienne. Pourquoi pas? C'est peut-être un défi à relever et c'est possible lorsqu'il s'agit de rénover le centre-ville. Donc, cette ordonnance de 2004 pose le principe des associations syndicales de propriétaires qui peuvent être créées notamment afin de mettre en valeur des propriétés. On est bien dans la rénovation de notre centre-ville. Alors, l'intérêt principal, c'est de ne pas viser des personnes, mais des biens. On est un peu comme dans les servitudes, finalement. Les personnes concernées, ce ne sont pas les propriétaires, ce sont les biens. Ce qui va signifier que si le propriétaire change, l'association syndicale de propriétaires va demeurer et les droits et obligations attachés aux immeubles vont également demeurer, encore une fois, quel que soit le propriétaire concerné. C'est-à-dire que celui qui va acheter va intégrer obligatoirement l'association concernée et va devoir respecter les règles fixées par le cahier des charges de cette association. Ces associations syndicales, elles peuvent prendre deux formes, pour être très précis. Et il s'agit des AFUL, des associations foncières urbaines libres, et des ASL, des associations syndicales libres. Alors, les AFUL, je passerai assez rapidement parce qu'elles ne concernent pas tout à fait. Elles peuvent être envisagées pour les centres-villes, mais ça ne va quand même pas être les cas plus précis. Les cas de création sont énumérés par le Code de l'urbanisme. Vous les voyez, on en a retenu deux qu'on a soulignés, puisqu'on peut les mobiliser pour la rénovation du centre-ville, mais ça va être comme des cas atypiques, par exemple lorsqu'il y a des sites patrimoniaux remarquables ou pour la construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif. OK, ce sont des hypothèses, mais ce n'est quand même pas les plus fréquentes. L'association syndicale libre, en revanche, est beaucoup plus intéressante, elle est plus souple, puisque finalement, son objectif peut être celui rappelé de manière générale par la loi, de mettre en valeur les propriétés. Donc l'ASL est sans doute l'outil le plus pertinent dans une optique de rénovation et de développement d'un centre-ville. Si on parle de la commune, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, évidemment, c'est un outil de droit privé, mais la commune, pour ses dépendances du domaine privé et même d'autres collectivités, peut participer à une association syndicale de propriétaires, ou plus précisément une association syndicale libre. Et cette association va imposer des règles dans son cahier des charges pour l'entretien, la rénovation, l'usage des biens de l'ensemble des propriétaires et des futurs propriétaires. Alors, qu'est-ce qu'on va gérer exactement? Les espaces verts, par exemple. Est-ce qu'on va planter des arbres? On va planter des arbres. Est-ce qu'on va entretenir et harmoniser les balcons, harmoniser également les volets, les façades? On va envisager de sécuriser les lieux pour les enfants. On va pouvoir organiser même un certain nombre d'événements. On va vraiment valoriser les lieux par les propriétés privées qui sont présentes sur place pour donner un cadre de vie agréable et puis pour valoriser aussi le bâti pour que celui-ci ne se dégrade pas progressivement. Alors, si la commune n'est pas propriétaire d'un bien sur place, on va dire que c'est un peu plus difficile. Effectivement, c'est aussi les relais que vous pouvez avoir avec les acteurs locaux pour inciter les propriétaires privés à se regrouper au sein de ces associations et que l'association soit une interlocutrice de la collectivité en ce qui concerne la qualité de vie, la valorisation des biens au centre-ville. Et l'une des opportunités à saisir,
c'est l'OPH, l'Office public de l'habitat de votre collectivité. Parce que mettre l'OPH dans une de ces associations, c'est intéressant non seulement parce que l'OPH va relayer évidemment le propos de la commune, il y a quand même toujours un principe de cohérence, fort heureusement, entre la politique de l'habitat général de la commune et son OPH, même si on parle d'intercommunalité, puisque les OPH sont en principe intercommunaux aujourd'hui. Mais il faut bien dire aussi, il faut se parler, je dirais, sans se cacher. Le fait de mettre des logements sociaux dans certains quartiers, ça crispe les riverains. Ça se passe parfois assez mal. Si ces riverains peuvent participer au sein d'une association syndicale de propriétaires avec l'OPH à la gestion des lieux, ça permet quand même de créer de la souplesse et d'avoir l'assurance pour ces personnes que finalement ça va très bien se passer, qu'il y a du dialogue et puis que l'OPH va gérer son bien comme n'importe quel propriétaire et que s'il faut planter des arbres ou s'il faut peindre les volets en violet pour que ça soit joli, il n'y a aucune raison que l'OPH ne le fasse pas avec les autres. Donc c'est un instrument aussi, je dirais, de mixité sociale qui me semble particulièrement intéressant. Alors, évidemment, de manière générale, le but, c'est de protéger le centre-ville de manière pérenne, en sachant que c'est quand même très fort, une obligation pour les personnes d'adhérer à cette association et donc de participer au respect du cahier des charges. Les propriétaires le vivent normalement assez bien parce qu'on leur demande leur avis. C'est eux qui vont décider de la vie de leur quartier. Et donc, il y a une adhésion qui est très forte. Même la personne moyennement intéressée par son cadre de vie va quand même souhaiter habiter au milieu de la verdure dans un endroit agréable plutôt que dans un endroit qui va peu à peu se délabrer. L'outil est intéressant également dans l'idée de la transition écologique, dans la mesure où ça permet d'agir de manière très concrète en matière de protection de l'environnement, notamment pour l'utilisation de l'eau, pour la création de parcs, en disant que vous allez agir, les personnes de manière générale vont agir de manière concrète. On ne va pas faire du greenwashing, on ne va pas inventer une idée qui va coller plus ou moins bien aux habitants. Non, ce sont les habitants eux-mêmes qui vont dire, voilà de quoi on a besoin, voilà l'été, dès que ça dépasse 30 degrés, c'est insupportable, c'est là qu'il faut des arbres, c'est pas ailleurs, c'est là qu'il faut enlever le bitume, etc., etc. Attention, je parle évidemment des dépendances des propriétés privées, on ne va pas enlever le bitume par l'intermédiaire de l'association sur le domaine public. On nous empêche de le faire, évidemment, en même temps. Ça fonctionne même très bien. Alors, il y a un exemple historique, je n'ai pas le temps de m'étendre énormément, mais c'est la ville de Fribourg-en-Brisgau en Allemagne, qui est un exemple connu au niveau mondial. Cette ville, donc, qui n'est pas très loin de Mulhouse, qui est une ville, si vous n'êtes jamais allé, allez-y, c'est extrêmement beau, et une politique écologique qui existe depuis maintenant 40-50 ans. Ils ont réussi, ils sont toujours en avant, je dirais, sur tout le monde, sur les problématiques de transition écologique, et ça provient des associations. C'est-à-dire que les personnes sont réunies en sein d'associations de quartier et ont imposé ce qu'ils souhaitaient pour leur vie et leur ville aux collectivités publiques concernées. Donc, l'idée des associations syndicales libres, qui est souvent vue comme, si vous permettez l'expression, un machin technique dont on ne sait pas trop à quoi ça sert, je peux garantir qu'il y a une utilité certaine et on peut aller assez loin. Et là encore, je prendrai un seul exemple. Pour un OPH client, nous sommes allés jusqu'à réguler la nature des commerces présents sur place. C'était une demande parce que cet OPH avait une crainte, c'est que la diversité commerciale qui avait été mise en place lors d'un aménagement disparaisse progressivement avec des commerces qui soient remplacés par des commerces du même type ou qu'il y ait une concurrence malsaine entre divers commerçants. Et donc, nous avons inséré dans le cahier des charges de l'ASL des règles d'affectation des commerces, c'est-à-dire qu'un commerce, une cellule commerciale est affectée à une catégorie commerciale et des règles de non-concurrence au sein du périmètre de l'ASL. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui fait de la restauration classique, ça reste dans la restauration classique. S'il y a quelqu'un qui fait de la pharmacie, ça reste dans la pharmacie ou dans le périmètre de la santé. Et en revanche, il n'y aura pas 3 banques qui vont s'installer sur place si c'est cette problématique-là.
Alors, il y a un bémol, il y a une limite, c'est la liberté du commerce et de l'industrie. Il faut être prudent et ne pas aller trop loin. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars 2014, dans sa troisième chambre, a considéré que les règles d'affectation étaient parfaitement régulières, à condition que le but, c'était de respecter le cahier des charges, le programme initial, ou pour assurer la tranquillité et la sécurité des résidents. Et pour les clauses de non-concurrence, et cette fois-ci dans un arrêt toujours de la troisième chambre civile du 11 décembre 2012, la Cour de cassation a considéré qu'elles sont possibles au sein des périmètres restreints, c'est-à-dire que ça, vous ne pourrez pas le faire sur le centre-ville, mais peut-être sur des parties du centre-ville. Entre nous, ça sera déjà pas mal. Et on va voir tout à l'heure avec Adèle que de toute façon, c'est parfois sur des parties de centre-ville qu'il faut travailler, et à condition qu'elles soient limitées dans le temps. La Cour de cassation a validé 50 ans. Donc, je veux dire, il y a quand même un petit peu de marge devant vous.